Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que ce podcast, Fleurs d'avocat, c'est des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. J'interviewe également des avocats reconvertis parce que je pense qu'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait qu'on a le choix. Mais aujourd'hui, c'est un épisode d'été et pour cette série estivale, je suis partie à la rencontre d'avocats qui ont une double vie et j'échange avec eux moins sur la profession que sur cette deuxième vie justement. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'aventure de maître Sophie Merlet qui fait de la fusion-acquisition chez Janté et Julia Novak qui est fiscaliste chez Franklin, toutes les deux donc à Paris. Sophie et Julia ont participé au rallye Aïcha des Gazelles en 2018 sous la bannière Avo Gazelle. Ce n'est pas exactement une double vie, mais quand Julie Serrier m'a parlé de Sophie et Julia, j'ai pensé que ça pouvait être une chouette histoire à glisser dans la série d'été. Toujours pour celles et ceux qui découvrent Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que c'est également une formation à l'intention des avocats dans leurs premières années d'exercice qui s'appelle Bien dans ma robe. Cette formation est composée de 4 ateliers de 2h30 et nous étudions différents outils pour vous aider à bien vivre votre exercice professionnel. Adopter une attitude proactive, analyser son environnement professionnel, gérer son stress et enfin communiquer et gérer les conflits, qui me semblent être des compétences clés pour s'épanouir dans ce métier comme j'ai pu l'observer et comme je peux l'observer chez les invités du podcast. Si vous trouvez votre exercice difficile, je vous invite à jeter un œil à la formation sur le site internet de Fleurs d'avocat et pourquoi pas à vous y inscrire. La prochaine session aura lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre dans les locaux du cabinet Bold qui se situe 19 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Si vous êtes associé ou counsel d'un cabinet d'avocats et que vous souhaitez proposer la prise en charge de la formation à vos collaborateurs, c'est également possible et c'est quelque chose qui est déjà fait par certains cabinets à Paris. Lors de votre inscription, pensez à utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour bénéficier d'une petite réduction. Enfin, si vous aimez le podcast, pensez à prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée. Pour Lilou LRD par exemple, c'est un plaisir d'écouter le podcast, d'autant plus qu'elle passe le CRFPA en septembre et que cela la rebooste après une journée de prépa. Tous mes vœux de réussite au CRFPA à toi Lilou LRD et merci beaucoup pour ton commentaire. Il est maintenant temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Sophie Merlet et Julia Novak. Bonjour. Ou c'est dans l'autre sens? C'est dans l'autre sens. On nous confond tout. Très bien. Merci d'être mes invités sur Fleurs d'avocat. Merci de nous avoir proposé cette interview et de vous intéresser à l'aventure que nous avons vécue en mars 2018. Parce que donc pour cette petite capsule d'été, je vous ai dit, j'interviewe des avocats qui ont une double vie. Alors vous, c'est pas exactement une double vie, mais vous avez quand même vécu une grande aventure puisque vous avez fait le rallye des Gazelles en mars 2018 et vous étiez la team Avo Gazelle. Et du coup, ma première question, j'aimerais savoir comment et pourquoi vous avez décidé de faire cette aventure. Je vais laisser parler Julia parce que c'est plus elle qui était à l'origine du projet. Oui, donc c'est moi qui ai eu l'idée effectivement, qui ai proposé ce challenge donc en avril 2017 à Sophie. C'est venu pas par hasard, mais c'était un rêve enfoui et inavoué à personne de faire ce rallye. L'associé de mon équipe, Jérôme Barré, avait lui fait le tour auto et ça m'avait beaucoup intéressée. J'avais suivi son aventure et en discutant avec l'assistante de notre équipe, Elodie, elle a trouvé elle était étonnée que ça m'intéresse autant et je dis oui, ça m'intéresse beaucoup et moi j'aimerais un jour faire un rallye et notamment le rallye Aïcha des Gazelles. Donc elle ne connaissait pas, elle s'est un petit peu renseignée sur internet et elle m'a inscrite à une réunion d'information d'office en me disant écoute maintenant lance-toi, va t'informer et peut-être que ça déclenchera une inscription. Et donc je suis allée à la réunion d'information toute seule. Effectivement la réunion est assez bien faite puisque ça donne très envie d'y participer.
J'ai d'abord proposé à une amie notaire de le faire avec moi. Et en fait, au bout de 15 jours, elle m'a dit non, j'aurais absolument pas le temps de m'investir dans ce projet, donc je décline ta proposition. Et j'en avais parlé parallèlement à Sophie en lui disant oui, je pense que ma copine, elle va me lâcher. Et Sophie, peut-être sur le ton de la plaisanterie, elle dit si elle te lâche, je suis partante pour le faire avec toi. Et donc c'est revenu assez rapidement, puisqu'au bout de 15 jours... Elle m'a appelé, j'ai eu l'appel. Voilà, moi j'ai pris un peu de temps pour y réfléchir, puisqu'entre le projet d'écrit en midi, en quelques minutes, et le fait de s'engager et de pas laisser tomber la personne qui te le propose, et vraiment avoir le temps de me mettre à fond dans cette aventure, puisque mine de rien ça prend pas mal de temps. On va en parler, ouais, du temps que ça prend. Il fallait que j'y réfléchisse. Après j'ai pas réfléchi non plus trop longtemps, mais j'ai dit oui au bout de quelques jours, et c'est comme ça que ça a commencé, cette aventure pour nous deux. Donc un rêve d'enfant quand même. Oui. Et petite curiosité, ça vient d'où ce rêve d'enfant ? J'avais vu des articles, c'était dans Paris Match où ils en parlaient, puis il y a eu des petites capsules à la télé sur le sujet, et je trouvais que le fait que ce soit ouvert une aventure de femmes pour les femmes, ça m'attirait beaucoup, sur une discipline qui n'est pas a priori faite, en tout cas dans l'esprit de beaucoup, pour les femmes. Et c'était ce côté un peu garçon manqué qui me plaisait, faire une aventure où on n'attend pas forcément les femmes. J'ai toujours été attirée par des sports ou des disciplines qui n'étaient pas forcément pour les filles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente en fait, le rallye des gazelles ? En quoi ça consiste ? Le rallye en lui-même ? Ouais, le rallye, en quoi il consiste ? C'est une course de 10 jours dans le désert marocain, qui a lieu en général au mois de mars, qui se fait en 4x4, et qui est une course de continuité, de régularité, puisqu'en fait tu as chaque jour un parcours avec des points à aller trouver dans le désert en fonction de coordonnées qui te sont données, mais tu n'as pas de GPS. Donc il faut s'orienter à la boussole et à la carte. Et qu'est-ce que ça représente comme préparation ? Alors c'est une préparation qui est très vaste, parce il y a d'abord une phase de préparation sur la recherche de sponsors, parce que c'est quand même un sacré budget à réunir. Donc il y a cette phase de recherche de sponsors, de préparation d'un dossier. On a également créé une association, l'association Avo Gazelle. Donc il y a toute cette phase, je dirais administrative, financière, préparatoire, qui est la phase qui nous a pris finalement le plus de temps. Mais qui est le préliminaire indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas une idée de ton budget relativement de façon certaine, c'est quand même les frais d'inscription, c'est quand même assez important. C'est pas possible de se lancer dans cette aventure, donc en fait, c'est vrai que c'est les deux préalables, avoir la structure et s'assurer d'un certain sponsoring pour pouvoir continuer. Petite curiosité, vos cabinets respectifs vous ont sponsorisé ? Alors, le mien, oui, j'en sais, oui. Et moi, mon cabinet, non, n'a pas sponsorisé. En revanche, mon associé, Jérôme, a sponsorisé. Et ensuite, toutes les deux, on avait créé une cagnotte Litchi, où on a beaucoup de collègues qui ont participé. Et pour en revenir à ce que ça suppose, donc il y a la première phase un peu administrative et financière, et ensuite, comment est-ce qu'on se prépare à un rallye ? Alors, il y a une préparation physique. On n'était pas très sportive. On s'est remis au sport ensemble. On a été coachés par le beau-frère de Sophie, qui est un ancien champion de boxe, donc il nous a fait un bon... Le cardio assez sympa. C'est surtout de passer autant de temps dans la voiture chaque jour. Tu passes 12 heures. Il faut avoir le dos un peu solide, il y a des secousses, il faut que le corps soit préparé à subir tous ces heures liées à la conduite. Et puis après, il y a forcément des moments de galère, il y a forcément des moments où il faut sortir la pelle. Donc il faut avoir un petit peu de résistance dans les bras, les jambes pour pouvoir physiquement
sortir de galères. Donc ça, c'était un point important de se remettre un peu en forme. Il y a beaucoup de marches aussi. Tu passes ton temps à sortir de ta voiture, regarder où tu es, prendre les mesures, avancer, marcher un peu. On retrouve la voiture plus tard, donc Donc entraînement physique et ensuite je suppose un peu d'entraînement mécanique, non ? Oui, entraînement, la conduite d'un 4x4 puisque c'était pas non plus notre... on n'avait jamais conduit de 4x4. Enfin, on a tout fait, tout ce qu'on a fait c'était un peu pour nous la première fois pour tout. On a fait des stages de conduite de 4x4. On a fait des entraînements également au domaine de Forestil. On s'est entraîné dans la boue, Bon, alors c'était pas du sable, mais il y avait quand même des franchissements à faire. Donc c'était le début de la préparation. On a fait également un stage à la mer de Sable, pensant que ça se rapprocherait du sable marocain, mais pas du tout, parce qu'en plus ce jour-là il pleuvait, donc le sable était quand même bien dur. Enfin, on n'a pas retrouvé au Maroc les sensations qu'on avait eues à la mer de Sable. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu également un stage qui était obligatoire sur la navigation, sur apprendre à naviguer juste avec des coordonnées géographiques, une carte et une boussole. Et on a fait également un stage... Non, c'était pas un stage, mais on a fait plusieurs week-ends où on s'est entraîné à changer un pneu. Ah oui, on se faisait des petits programmes. Voilà. Oui, parce que moi, avant même ces histoires de navigation et tout, je pense à ça. Je pense à ouvrir le capot de sa voiture parce que s'il y a un souci... Toi, c'était quand même un rêve de gamine. Est-ce que tu avais une sensibilité quand même à la voiture, Enfin, je sais pas, c'est un domaine qui te plaît, dans lequel tu t'investissais même j'aime bien conduire. Même si j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir mon permis de conduire, j'aime bien conduire. Et j'ai eu pendant quelques années une vieille Mini que j'aimais beaucoup. Et donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire, mais j'ai pas fait de rallye avec cette voiture. Et puis c'est vrai qu'on me l'a volée, donc j'étais bien triste. Ah oui, ouais. Parce qu'à la base, je voulais faire des rallyes avec ma Mini, mais bon, voilà, ça s'est arrêté là. Et donc, je suis passée au 4x4. Et puis après, c'est pas tellement J'aime bien conduire, j'aime bien... c'est plus l'épreuve dans sa globalité. J'irai pas faire des tours de cartes. Pas de cartes, oui, c'est marrant 1 heure, mais je ferai pas ça tous les week-ends, faire des franchissements, aller dans de la boue. Et j'avais envie de connaître l'ambiance d'une course... ce que c'était que de se confronter aussi à soi-même quand on est tout seul perdu au fond du... Et toi, qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Parce que contrairement du coup à Julia, c'était pas un rêve d'enfant, quoi. C'est un peu un truc qui t'a été présenté. Ouais, c'était plus un projet d'opportunité. Après, moi, j'aime bien conduire aussi. J'aime pas forcément conduire sur toutes les surfaces et le rallye a confirmé certaines avec le sable. En revanche, moi, ce qui m'a plus attirée, c'était ce côté j'y connais rien, c'est l'inconnu, mais c'était vraiment le bon moment. C'est-à-dire cette année-là, on parlait d'année parce que ça prend quand même 1 an. C'était pile un moment où je pouvais me concentrer à ça et à faire quelque chose pour moi, de complètement différent de mon quotidien, et qui du coup était très riche parce que j'ai appris plein de choses sur moi, sur nous, sur ce sport, sur tout ce qu'il y a pour les femmes, tout ce que ça... Vraiment tout un univers qui s'est ouvert et à la limite, moi j'en attendais pas grand-chose, ou je savais pas quoi en attendre, et au final c'était presque bien, parce qu'en fait j'étais hyper ouverte et ça m'a beaucoup plu, c'était hyper enrichissant. Vous évoquez toutes les deux le temps de préparation. Vous avez fait plein de stages, vous y avez passé beaucoup de temps, sachant que vous êtes toutes les deux avocates dans des cabinets d'affaires. Comment ça s'est passé ? Tu t'adaptes ton temps, en fait. Ce qui était pas mal, c'est qu'on a eu la chance, c'est qu'on n'était pas sur des périodes trop chargées au même moment. Alors ça, c'est vraiment le hasard, mais on a eu beaucoup de chance, à savoir des moments où l'une pouvait plus relancer les sponsors et l'autre moins, et on s'est assez bien partagé les tâches. Au final, sur ta journée de travail, ça n'empiète que par l'envoi de mails, les choses à gérer, administratives, tout ce qui est formation, etc. Bon, il faut trouver le temps, et c'était plus compliqué pour Julia qui a des enfants, ce qui n'est pas mon cas. Ça a surtout pris nos week-ends.
Donc pendant un an, tu manges rallye, tu bois rallye, tu dors rallye, tu parles que du rallye, etc. Mais en tout cas, sur la semaine de travail... Oui, parce que finalement, la préparation du dossier, on a rapidement délégué à mon mari qui s'est occupé de nous faire le support, la présentation du dossier de sponsoring. Donc une fois que le dossier était prêt, ensuite on avait à peu près identifié des contacts. Monter l'asso, pour moi, c'est ce que je fais dans la journée, donc c'est pas non plus quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. On sait qu'il y a des concurrentes à qui ça a pris beaucoup de temps. C'est là où les compétences viennent s'équilibrer. Monter une association, c'était pas... Puis même monter un dossier, un avocat, ça lui fait pas trop peur en général. Non, enfin pour nous c'était pas. C'est vrai que c'était plus le support, faire la presse jolie et que ce soit dynamique et sympa à regarder. Et ensuite, on travaille dans la même rue, donc le midi sur la pause du déjeuner, on réglait pas mal de choses. Et c'est vrai que sinon, c'était le week-end, on avait des entraînements, mais on est allé chercher la voiture en Bretagne. Enfin, disons que de janvier à mars, c'est vrai que nos week-ends étaient quand même consacrés au rallye. Alors parfois c'était un week-end entier, parfois c'était juste une journée. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous avez des week-ends. Au travail? Oui. Cette année-là, alors on s'y est mise vraiment. Moi je suis fiscaliste, donc j'ai une période qui est assez chargée, mai-juin, où je travaille effectivement tous les soirs et tous les week-ends. Ce temps-là, mai-juin 2017, c'était le temps de la préparation, de la présentation, donc qui n'était pas faite par nous. Et puis après, on a vraiment démarré en juin, et effectivement, il s'est trouvé que c'était un moment où on avait à peu près nos soirées et nos week-ends. Et si on ne les avait pas toutes les deux en même temps, chacune a fait quand elle pouvait ce qu'elle pouvait, et ça s'est bien passé. Quel a été le soutien apporté par vos cabinets, alors donc sponsoring de ton cabinet, de ton associé à toi, qui en plus lui est friand de ce genre d'expérience, donc je suppose qu'il a dû t'apporter pas mal de soutien. Oui, alors il était, c'est vrai que il était content que je m'engage dans ce rallye. Après, sur soutien technique, lui il fait beaucoup de rallye, mais avec un GPS. Donc sur la partie navigation, j'ai pas eu trop de... Mais je pensais plus au soutien moral en fait. Le soutien moral. Comment est-ce que le projet a été porté? Toute l'équipe, en tout cas toute mon équipe, il y a 10 avocats et 2 associés. Toute l'équipe était, et également Elodie, notre assistante. Enfin, toute l'équipe était derrière nous, parce qu'ils connaissent aussi très bien Sophie, qui a travaillé quelques années avant dans le cabinet où je suis. Enfin, à aucun moment, c'est vrai qu'on m'a reproché d'avoir pris ces 2 semaines pour faire le rallye. Non, c'est vraiment bien organisé. En plus, c'est 2 semaines vraiment off, parce que c'est pas au fin fond du désert du Maroc qu'on sort son iPhone. C'est interdit le téléphone. Donc, c'est interdit en plus. Ils nous prennent le téléphone au début de la course et ils nous le rendent 10 jours plus tard. Donc de toute façon, c'est des 10 jours... de course ou pas de communication, donc fallait qu'ils se débrouillent. Et ça n'a pas posé de problème? On l'avait bien annoncé en amont. Ça se prépare, un départ comme ça où on n'est pas joignable, donc il suffit d'avoir bien briefé sur les dossiers, de l'avoir même dit aux clients. Oui. Nos clients, les clients sur lesquels je travaillais à ce moment-là étaient plutôt amusés et étaient tout à fait conscients du fait que pendant 10 jours j'allais pas être forcément très présente, et pour autant ça n'a pas trop dérangé. C'est ce que j'allais dire, parce que vous êtes toutes les deux des avocates avancées en termes d'expérience, donc vous avez des clients en plus de milieu d'affaires. C'est une responsabilité, on peut se dire, c'est difficile de complètement couper pendant 2 semaines, et en fait en communiquant avec vos clients, en leur expliquant le projet dans lequel vous vous êtes embarqués, et en les rassurant bien évidemment sur le fait que vous étiez dans une équipe et que du coup il y aura un relais de toute façon, ça n'a pas posé de problème, quoi. Non, et moi ça ne m'était jamais arrivé depuis à l'époque, donc ça faisait 14 ans que je travaillais, d'être comme ça complètement coupée pendant 10 jours des clients, du portable. Ça ne m'était jamais arrivé de ne pas regarder mes mails pendant 10 jours, de ne pas faire une réponse, de ne pas prendre un appel. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que donc ça vous a fait du bien sur le moment, et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pratique après? Non, je pense pas que ça ait changé quelque chose dans ma pratique après.
C'était assez difficile d'en revenir, hein. Par contre, du 10 jours sans porte à main, quand je suis revenue au bureau, moi, je savais plus rien faire. Mon cerveau, il comprenait plus ce qui se passait. Moi, je fais des fusions-acquisitions. Je crois que je devais sortir un contrat d'acquisition ou faire des commentaires. J'ai eu du mal. J'arrivais plus très bien. Je sais que j'avais dit à mon patron, cette semaine, je suis redevenue junior. Il faut regarder tout ce que je fais parce que j'ai trop coupé. Après, ça reste un joli souvenir cette espèce de bien-être. Reste un souvenir. Je pense pas que ça allait changer quoi que ce soit, malheureusement, aujourd'hui. C'est une bulle. Ouais, on est dans une bulle pendant 10 jours et c'est vrai qu'après le retour est difficile parce qu'il faut s'y remettre, qu'on a un peu la tête encore dans le désert et que finalement pendant 10 jours, on est quand même pris en charge, c'est-à-dire que les repas sont organisés. Mais c'est pas Koh-Lanta non plus. Non, on a la préoccupation de la journée, c'est déjà il faut se lever à 4h du matin, donc mais bon, si on rate le réveil, on est réveillé par l'organisation. Ensuite, il faut ranger ses affaires, préparer sa voiture, prendre le départ, et après toute la journée, c'est chercher le fameux checkpoint au milieu du désert. Donc, on est vraiment focus là-dessus. Faire attention à boire, à manger. Enfin, ça reste assez facile comme préoccupation, et on n'a qu'à s'occuper de nous, de la coéquipière, de sa coéquipière et de la voiture. Donc, par rapport à une journée qu'on a quand on travaille. C'est quand même plus facile. Et quand on revient, c'est vrai qu'il y a on reprend en fait la vie a continué et puis il faut reprendre le train en route et effectivement en plus les clients attendent, ils ont bien voulu attendre 10 jours mais En fait, je vous demande ça parce que j'ai écouté récemment un épisode du podcast Génération XX et c'était la fondatrice de la boîte Pampa, une boîte de livraison de fleurs, une application et un site internet de livraison de fleurs. L'interview a beaucoup tourné autour de son départ en congé maternité et de comment est-ce qu'elle en a profité. Enfin, le fait d'avoir annoncé qu'elle allait partir, qu'elle allait vraiment faire une pause pour sa maternité à ses équipes, elle a dû repenser comment est-ce qu'elle déléguait. Enfin, ça a un peu repensé l'organisation et elle explique que ça a eu des effets même à son retour de congé maternité parce qu'en fait, son poste avait déjà finalement un peu changé du fait d'avoir pu déléguer des choses et de se rendre compte qu'il y a des choses finalement dont elle pouvait ne pas s'occuper, etc. Donc c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir pour vous si... ce qui a changé, c'est plus de se dire effectivement si on délègue bien et si on prépare bien son départ, finalement tout est faisable, on n'est pas indispensable. Et l'équipe continue de tourner, les clients continuent. Alors moi, j'ai eu certains clients qui étaient très vexés en fait d'apprendre que j'étais partie au rallye. Alors je les avais prévenus. Ils ont eu l'impression que je les avais laissés tomber. Alors que bon, c'était 10 jours et puis on est quand même souvent 3. Il y a un associé, un senior et un junior sur le dossier, donc les clients sont jamais tout seuls. Abandonnés. Mais c'est vrai que le fait de devoir s'organiser autant en amont. On se rend compte qu'effectivement on n'est pas indispensable et que ça peut rouler sans nous. Et ça fait du bien ou pas? Ah oui, alors moi j'ai adoré cette pause de 10 jours, que ce soit professionnel, même personnel. Ah ben non mais c'est ça aussi, hein, d'avoir à m'occuper effectivement que de moi, de Sophie et de la voiture, ça m'allait très bien. Et 10 jours, c'était bien de ne pas avoir ce stress de la journée avec les enfants. Est-ce que l'école va m'appeler? Parce que bon, ça arrive quand même souvent. L'école qui appelle, qui est malade, il faut aller le chercher. Ou on a oublié de mettre le goûter, la nounou. Enfin, voilà. Là, c'est juste 10 jours où on n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas eu tout ça à gérer. Alors, c'était pareil. C'est un peu comme au bureau. Il faut organiser tout ça avant de partir parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Moi, j'ai senti plus les effets côté perso que côté professionnel. Ouais. Sur un rééquilibrage de la charge mentale. Ouais. Je voulais pas tomber dans ces termes autant utilisés, mais oui. Et pour en revenir à l'expérience en elle-même, est-ce qu'il y a des anecdotes, des aventures pendant le rallye
qui vous ont particulièrement marqué? Enfin, je suppose que vous en avez 1000, mais... C'est-à-dire que nous, notre aventure en elle-même est une anecdote. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu l'avant-dernier jour, je crois, que notre voiture était cassée, à savoir que le cardan avant-gauche était cassé, donc que nous étions depuis le début du rallye en 2 roues motrices et non pas en 4 roues motrices. C'est ce qui expliquait pourquoi dès qu'il y avait un petit... tas de sable, nous restions embourbés ou ensablés. En fait, c'était pas un 4x4. C'était une 205. Ouais. Donc voilà, donc finalement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a un peu dévoilé la fin de l'expérience, tous nos jours de course ont été une série d'anecdotes et de galères, puisqu'en fait on n'avait pas un bon outil pour être dans la performance sportive. En tout cas sur le sable. Tout ce qui était roche, on s'en sortait plutôt bien. Très bien. Après, dès qu'il y avait des parties de sable, ou parfois il y a des épreuves où il y a un peu de roche et un peu de sable, nous ça s'arrêtait assez vite puisqu'on était souvent embourbés. Donc après on a eu beaucoup de copains, on s'est fait beaucoup d'amis dans l'assistance mécanique. On a pu profiter vraiment du paysage qui nous entourait, puisque en général, comme on essayait de s'en sortir, on aggravait la situation. Donc d'un petit trou, on passait un énorme trou, où là il était plus possible de s'en sortir toute seule. Donc comment on fait quand on est embourbé? On sort la pelle et on sort les places. Là on se regarde, on souffle un coup parce qu'on sait que ça va être long. Puis souvent ça arrive quand il est déjà 11h du matin et qu'il est très chaud. Donc on boit un bon coup d'eau et puis après effectivement on va à l'arrière. Nous on avait un pick-up, donc on va à l'arrière du pick-up, on sort les plaques de désensablage et puis on essaye d'appliquer ce qu'on a appris lors de nos formations. Alors ça a marché parfois, on a réussi à s'en sortir tout seul. Et puis il y a eu d'autres moments où on n'a pas réussi à s'en sortir seul. En fait, comme au départ nous on voulait on n'avait pas prévu de faire un classement incroyable parce qu'on savait quand même qu'on n'avait pas fait de stage de formation dans le désert, donc on était préparés, mais il y avait quand même mieux préparé que nous. En plus, dans les concurrentes, il y a aussi il y a 70% de novices, mais il y a quand même un bon 30% d'expertes qui l'ont fait plusieurs fois. Donc, vraiment des fans. Oui, puis qui ont des super voitures, qui sont très équipées, très expérimentées, qui se seraient sûrement rendu compte rapidement avec l'expérience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Contrairement à nous, qu'il y avait un souci avec la voiture. Donc oui, on a quand même réussi à s'en sortir toute seule. Il y a eu une fois, on est resté, c'était le 2e jour, on essayait d'atteindre péniblement la 3e valise, alors qu'on avait mis 4 heures à trouver la première. Mais après, on avait croisé plein de dromadaires aussi, on était super contents. On a croisé plein d'animaux. Et vous ont aidé les dromadaires? Non, mais en tout cas, on a profité. Ça vient quand même atténuer ta... Ça apaise. Ta colère ou un peu ton ras-le-bol. C'est sympa, franchement, de croiser une caravane dans le désert. Des ânes aussi. C'est plutôt émouvant. Non, vraiment, parce qu'il y a des filles que tu vois partir le matin, mais tu les croises jamais. Enfin, tu les vois le soir au bivouac, elles sont là depuis 16h, elles ont eu le temps de prendre une douche, limite de se faire un masque sur les cheveux, de boire une bière. Elles ont déjà mis leur point sur leur carte pour le lendemain. Nous, on arrivait, il était 20h, on avait trouvé 3 balises, on s'était enlisé 4 fois. On avait à peine le temps de se doucher, on allait se coucher, donc c'est pas... tout le monde n'a pas le même rythme. Et donc c'est vrai que le 2e jour, on s'est quand même ensablé, on était quand même bien bloqué. Et moi, j'avais compris que dans le règlement, si on appelait l'assistance, on devenait forcément hors classement. Donc j'insistais pour qu'on essaye de sortir toutes les deux. Et puis on a fini par croiser une équipe, mais qui n'était pas en 4x4, qui elle était en buggy. En fait, le buggy, elles peuvent pas nous tracter parce que la structure est trop fragile. Ouais. Et ils nous ont dit, appelez l'assistance. De toute manière, il y a peu de chances que vous recroisiez d'autres filles sur ce chemin-là parce que elles sont soit déjà toutes rentrées, soit. Mais appeler l'assistance, c'est entre guillemets que 200 points de pénalité. Donc là, on les a appelés. Sauf qu'une fois qu'on les appelle, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver parce que on peut pas parler, donc on attend.
Finalement, une voiture qui est arrivée, mais on n'en pouvait plus. Hein. Il était 16h, on mourait de chaud, on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer. Donc ils nous ont sortis de notre trou de sable dans lequel on était. Puis bon, une fois qu'ils nous sortent, après, il faut rentrer quand même. Donc il y a encore tout le trajet à faire. Il y a encore tout le trajet. Et les balises à trouver éventuellement. Et non, alors là, on savait que... Parce qu'en fait, il faut les trouver dans un ordre précis. Et comme celle qu'on visait en faisant demi-tour, on savait qu'on la toucherait pas. Du coup, c'était fini. La recherche des balises, c'était fini. Il fallait juste qu'on rentre au bivouac. Et ça c'est pas une mince affaire de rentrer au bivouac. Puisque on retrouve du sable, on peut encore se perdre. Et puis surtout que l'objectif, c'était quand même de rentrer avant la nuit. Parce que une fois qu'on est au milieu de la nature... il n'y a pas de lumière, hein. On n'a que les phares, et les phares, c'est pas non plus... Alors, il y en a qui ont des barres lumineuses sur le toit des voitures, donc ça, je pense que c'est une bonne chose quand on rentre de nuit. Nous, on n'avait pas ça. Alors, on était assez concentrés pour rentrer. La nuit commençait à tomber assez tôt. On a voulu prendre un chemin où on a commencé à se réensabler. La nuit commençait à tomber, on voyait plein de 4x4 partir dans une autre direction. On en a chopé un pour qu'ils nous sortent de là. En plus, les filles avaient perdu leurs cartes. Elles étaient aussi très stressées. Bon, elles nous ont quand même sorti rapidement. Et puis là, on est rentré vraiment on m'a pas demandé, hyper rapidement. On a trouvé une piste et on l'a suivi jusqu'au bout et on a quand même réussi à rentrer. Mais c'est vrai que le stress de la nuit, on voulait pas forcément dormir tout seul dans la nature, même si toute organisation nous dit que, ce qui est vrai, qu'il y aura forcément toujours quelqu'un qui dormira pas très loin, qu'on n'est jamais tout seul. C'est un rallye qui est quand même très très bien organisé. Non mais c'est dit, je comprends que c'est quand même tout un truc de dormir comme ça tout seul au milieu du désert, même si quelqu'un n'est pas loin, ne serait-ce que de ne pas avoir de repères visuels de exactement où est la personne qui peut-être est dans le coin. On s'y était préparé, on s'était dit bon, si vraiment un soir il faut qu'on reste, on restera, mais bon, là on avait encore une petite chance de rentrer, donc on l'a prise et bon, ça a marché. Et le deuxième jour, ça n'a pas marché. Il y a un soir où... c'était le deuxième jour où la journée s'était très très bien passée. On avait plein de balises, on était super contentes de nous. Et puis il y a eu un moment, on s'est dit on essaie d'aller chercher la 4e ou la 5e. Où est-ce qu'on rentre? Je sais plus, il était 14-15 heures. On s'est dit on l'attente, on l'attente. On l'a eu. Donc après on a voulu rentrer. Il était 4h30, quand il commence à être 4h30, c'est le moment où il faut penser à manger, parce que après ça tombe vite. Et là, on a commencé à aller dans une direction, parce que le rallye a ce petit côté sympa de supprimer certaines pistes des cartes pour que ce soit encore plus un challenge. Donc nous, on a pensé suivre une piste qui nous emmenait dans la bonne direction, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rendu compte au même moment que ça n'allait pas, et ça c'est des choses qu'on s'aperçoit avoir intégrées sans y penser, parce qu'on allait, par rapport au soleil, on n'allait pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que moi il y a 1 an et demi, m'orienter par rapport au soleil, je savais pas faire. Et là on s'est dit, au même moment, je crois que j'ai dit à Julia, je conduisais, je lui ai dit c'est bizarre, normalement quand on rentre on a le soleil dans les yeux, et là c'est pas dans la bonne direction. Elle me dit je suis en train de penser à la même chose, ça va pas. Donc on essaye de faire demi-tour pour être à peu près comme il faut, et là c'est plutôt bien fait. On entend dans notre balise vous allez vers l'Algérie, merci de faire demi-tour. Comme ils savent eux où on est à chaque instant, là, et ils en avaient eu beaucoup. Là il y avait même potentiellement un problème géopolitique. Oui, il y en avait eu plusieurs ce jour-là d'ailleurs, et ils nous ont dit mettez-vous en direction sud-ouest, ou je sais plus. Bref, donc là on prend la direction, on commence à aller vers cette piste, on bombe parce qu'on avait pris du retard, donc on se dit faut avancer, mais le problème c'est que le soleil il va plus vite que nous, et donc à un moment on s'est retrouvé vraiment avec la nuit tombée, et on a perdu la piste parce que je crois qu'il y avait une voiture du rallye qui devait être à ce moment-là et qui nous a éclairé avec les phares dans les yeux, et en fait j'ai perdu la piste.
Ça tient bien, c'est dingue. Ouais, c'était vraiment une piste avec des tout petits cailloux en pyramide sur le côté. C'est là où on voyait qu'on était sur la bonne piste. Et donc on se prend les phares dans la figure et là moi j'ai perdu la piste. Donc on a décidé de continuer un peu au lieu de se poser et de dormir. Et alors là, ça a été Ouais, en fait, on était sur des gros cailloux et bon, on trouvait que pour dormir là, c'était pas. Enfin, moi, en tout cas, je trouvais qu'il valait. Sophie était prête à rester et il était 20h. Et moi, je trouvais que l'endroit était pas hyper accueillant pour dormir et qu'il était 20h. Bon, c'est vrai que Sophie, elle avait quand même conduit depuis le matin 6h, donc on avait un peu marre, ouais. Et je lui dis, écoute, si tu te sens encore 1 heure, ou même moi, je peux prendre le volant. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai pris le volant. Et je dis, tant pis, on continue 1 heure, et si dans 1 heure on n'y arrive pas, on restera où on est. Et en fait, il y avait une palmeraie entre nous, et on voyait une route, une vraie route. Et donc, mon idée, c'était de traverser la palmeraie pour rejoindre la route. Sauf qu'on n'avait jamais été dans une palmeraie. Enfin, on savait pas très bien à quoi ça ressemblait. Et que les experts, les mécanos, etc., disent ne jamais passer par une palmeraie. Mais ça, on l'a su qu'après. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils nous l'ont dit après. C'est-à-dire que c'est un nid, c'est une toile d'araignée, c'est un labyrinthe. Et donc, déjà 2 jours, c'est difficile de se retrouver. Alors, de nuit, c'est quasi impossible. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé... C'était frustrant. On voyait les lumières au loin, mais on n'a jamais trouvé de passage. Non. Alors, on a dû passer devant 3 fois, 4 fois, mais de nuit, on n'y arrivait pas. Parce qu'en plus, du coup, il faisait très sombre, parce que la lumière passait pas du tout dans la palmeraie. Et puis à un moment, moi j'ai vu des réverbères, donc je dis on va entrer dans peut-être le village de la Palmeraie. On arrive et en fait j'ai continué et le chemin, plus ça allait, plus il se rétrécissait et à la fin il n'y avait plus la place que pour un vélo. Et en fait une Palmeraie, comme c'est inondé, il y a des allées, il y a 1 mètre de profondeur de chaque côté du chemin. Pour inonder les Palmeraies, il y a tout un système d'irrigation qui est fait. Et en fait, il y avait la place de la voiture et puis ces fossés d'1 mètre de chaque côté, il faisait tout noir. Et donc là, moi, je voulais faire une marche arrière. Et donc là, Sophie m'a arrêtée en me disant, bon, écoute, là, je crois que j'en peux plus. Je suis incapable de me guider dans le noir, donc je peux pas t'aider à sortir de là. Moi, toute seule, faire la marche arrière dans le noir avec ce qu'il y avait sur les côtés, c'était pas possible. Donc, je dis, voilà, on va s'arrêter là. Hein. Donc, vous avez dormi là dans la voiture? Donc, on était prête à dormir là. Dans la voiture. Oui. Moi, je commençais à installer, on a reculé le siège, tout ça. On s'était dit, on va sortir nos petits... C'est comme on a des petites conserves sur nous, un peu de champagne, on avait des... Un peu de champagne. On s'était dit, c'est la soirée. Les avocats de Paris, comme on a vraiment le strict nécessaire pour survivre, un petit peu de champagne. On était très équipés, voire trop. On avait pris des bières et une bouteille de champagne. Et du coup, on s'était dit qu'il fallait se remonter un peu le moral et donc on était prêtes à sortir notre petite bouteille de champagne, notre petit, je sais pas quoi, notre petite conserve, etc. Et en fait, on n'en a même pas eu le temps, puisqu'on a vu arriver une voiture avec le gyrophare bleu, etc. Alors, moi, j'ai cru que c'était la police de la Palmeraie qui venait nous arrêter. C'est le pompon. Je me disais, mais c'est pas... En fait, ça a tourné ça devenait de plus en plus grotesque et c'est un cauchemar. Il n'est que 20h30. L'avocat t'a arrêté par la Palmeraie. Donc je me disais, oh là là, mais c'est quoi cette police de la Palmeraie? En fait, c'était une voiture du rallye qui venait nous chercher puisqu'ils s'étaient aperçus qu'on était rentrés dans la Palmeraie et ils avaient du mal à nous localiser. Et en termes de sécurité, c'était pas bon. Donc ils avaient ordre de nous remettre sur la route. Sauf que nous, on a cru qu'ils allaient nous ramener au bivouac. Et non, ils nous ont juste mis sur la route. Il fallait encore qu'on trouve le bivouac. Et là, on était, comme nous, on s'était dit, la journée terminée, on pensait que c'était vachement relâché. Et puis, on s'est perdu en fait. Vous êtes encore perdu après? Oui, on s'est perdu. On était sur la route, mais il y a un moment, il fallait re-rentrer sur les pistes parce que le bivouac, il était dans les terres. Et là, on longeait la route, on était plutôt dans la bonne direction. Et à un moment, on a vu une voiture passer et on s'est dit, c'est des gazelles, on va les suivre pour... on n'a pas trop le droit de les suivre, mais à l'approche du bivouac, on peut. Et on s'est dit, le chemin, il est un peu plus loin, donc pour aller plus vite et pour éviter
des herbes à chameau, enfin des petits obstacles pour encore se bloquer dessus en pleine nuit. Je me suis dit, on va récupérer la route. Sauf qu'au moment de récupérer la route, je n'ai pas vu qu'il y avait un trou. Enfin, on est passé en fait au-dessus d'un trou, un fossé, ouais, qui était profond d'1,50 m, je pense. Oui. Et donc en fait en passant l'obstacle, mais je savais même pas que c'était un obstacle, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai freiné tout de suite. Et Sophie me dit avance, c'est bon là, on va les rater. Je dis ah non je vais pas avancer parce que moi de ce que je vois de ma fenêtre, il y a en plus assis ça faisait encore plus haut. Il y a 1,50 m de vide, donc là on est à cheval sur le trou, donc on va rester là parce que on peut rien faire. Je dis mais non pas du tout, moi j'ai pas de trou. Moi j'avais pas de trou, et en fait de son côté il y avait pas de trou et moi du mien et donc là on est resté là, on est sorti, on a pleuré. Mais encore une fois, pas en même temps, donc c'était plutôt bien. C'est-à-dire qu'au départ, Julia pleurait et après, je me suis effondrée après. Donc c'était plutôt bien, c'est toujours quelqu'un qui... Après, on a hurlé sur les gens de l'organisation parce qu'en fait, ils nous suivaient depuis le début, depuis qu'ils nous avaient remis sur la route. Ils vous suivaient dans votre galère. Oui, à la sortie de la Palmeraie, donc ils nous suivaient. Donc là, moi, j'étais furieuse parce que je considérais que c'était eux qui nous avaient mis dans cette situation. Nous, on avait décidé d'arrêter la course dans la Palmeraie et eux avaient choisi avaient considéré en termes de sécurité qu'il fallait rentrer, sauf que, au final, on a failli avoir un énorme accident, casser la voiture, se blesser, parce que franchement, le trou, il était quand même impressionnant. Oui. Il fait ma taille, quoi. La voiture, elle fait 5 mètres de long, elle était lourde. Enfin, si on était tombé comme ça à l'avant, je sais pas comment on aurait été. On n'a pas été blessés. On n'a pas cassé la voiture. L'assistance nous a aidé à sortir du trou. Puis surtout qu'en plus, on était quand même à 100 mètres du bivouac, donc c'était grotesque. C'est ce qu'on a fini par dire à l'organisation, c'est nous on est venu chercher un challenge sportif, du dépassement de soi, on voulait sortir de notre zone de confort, mais on voulait quand même pas non plus se mettre en danger, surtout qu'on faisait attention quand même tout le temps. En fait, à ce moment-là, on était bonne dernière, donc on n'a pas vraiment compris pourquoi s'ils étaient venus nous chercher pour des raisons de sécurité, ça on le concevait très bien, pourquoi on n'a pas été jusqu'à nous mettre à nous ramener au bivouac en fait, puisque de toute façon ça pouvait pas... De toute façon pour cette étape après pire que de notre situation c'était quoi, c'était d'être éliminé, mais à ce stade ça n'aurait pas eu de sens, donc là on a considéré qu'ils nous avaient mis en danger quelque part. Et après ça on était appelé la Palmeraie Team. Voilà. On a eu un petit surnom, donc ça a été notre plus grosse galère. Donc deuxième jour, plus grosse galère, c'est quand même... on était crevés parce que on est arrivé, toute cette histoire s'est terminée à 12h30. Ensuite, il faut refaire le petit parcours d'arrivée parce que quand on arrive, on va pas se coucher tout de suite. Il faut aller refaire l'essence, apporter sa voiture à l'atelier mécanique, installer sa tente, son petit matelas, toutes ces affaires. Donc ça prend bien une demi-heure, 3/4 d'heure, même en se dépêchant. Cette nuit-là, vous avez dormi 2 heures, quoi. Parce que si vous partez pour décompresser, on est quand même allé boire un coup, même plusieurs coups avec l'atelier mécanique. Ah, vous êtes quand même allé voir plusieurs coups. C'est impossible, on était dans un état de... Moi, je serais allée dormir tout de suite. De nerfs. Je sais pas, c'est dur de savoir ce qu'on c'était impossible. Il fallait qu'on... Et on était trop sur il y avait trop d'adrénaline en fait. On ne pouvait pas se coucher là-dessus. Il ne faut pas se coucher, on en tremblait. Les mécaniciens nous ont vu arriver en disant oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trouvé que le verre d'alcool a un peu tassé, fait un peu redescendre ça. Mais bon, ça aurait pu être autre chose, mais là on n'a pas non plus des milliards de solutions. On n'est pas se faire. On s'est pas senti à faire un peu de yoga. Mais non, c'était dingue. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi, qu'on a en plus demandé normalement on doit être réveillé à 4h, on a demandé à avoir une extension à 6h, parce qu'on était quand même rentré très tard. Ce qui n'était pas la bonne idée parce que le lendemain c'était l'épreuve des dunes de Merzouga. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était la seule épreuve où on peut, quand on est dans les dunes, en fait, on peut se suivre à plusieurs voitures. Et ce qui est fortement recommandé, justement, pour pouvoir s'entraider et sortir, pouvoir se tracter
quand on est ensablé. En plus, vous aviez des soucis d'ensablement avec... Oui. Ouais. Nous, on s'est ensablé. Oh là là, mais ces micro-décisions qui ont des impacts. Ensablé, on a touché la première balise et après, on a voulu monter dans la dune. On s'est ensablé au bout de, je pense, 5 mètres. Oui. Donc ça a été vite réglé pour nous. C'est la journée où on s'est dit, on s'est fait aider par l'assistance, on a reperdu 200 points et après une fois qu'on était sorti de là, on est rentré au bivouac. On s'est fait l'après-midi. Là vous vous avez dit faut qu'on prenne. Ah oui, parce que d'une de Merveilleux, on était bloqués dedans, il était 11h du matin, il faisait super chaud, on était dans une cuvette. On savait plus comment se faire de l'ombre parce qu'en plus à cette heure-là, même en essayant de mettre une bâche, tout ça, à moins d'être sous la voiture, qui était sans endroit où il y avait de l'ombre, ce qui est absolument déconseillé. Et en fait, sachant ce qu'on sait maintenant, heureusement qu'on s'est enlisé au début 2 mètres, parce que avec notre voiture cassée, on aurait été plus loin. Mais je n'ose pas imaginer la galère pour se sortir de ça, en fait. Mais c'était une très belle journée pour nous parce qu'on est arrivé, il était 16h, on a pris une douche, on a pu boire un verre. On était très très contents de notre journée. Même si les résultats n'étaient pas là. Mais voilà, on était quand même contentes. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ? Toi, notamment, tout à l'heure, un peu plus tôt, tu disais que ça t'avait énormément appris sur toi. Mais bon, je vous pose la question tout de suite de qu'est-ce que ça vous a appris Moi, je pensais... Je savais pas trop comment j'allais me débrouiller. Ça m'a appris... Alors, je pense que c'est aussi lié à notre métier, en fait, qu'on peut supporter beaucoup de stress, les situations difficiles... on arrive assez bien à les gérer finalement. Moi, c'était vraiment l'inconnu et ça m'a sorti de ma zone de confort. Donc ça, je suis capable d'aller vers l'inconnu. Après, ça m'a aidé, notamment la phase de préparation aussi, tout ce qui était recherche de sponsors. Ça m'a un peu permis d'être moins réservée, moins timide. Et dans mon boulot, aujourd'hui, ça se ressent. C'est-à-dire que j'ai moins de difficultés avec la prise de parole. C'est un lien que je vois aujourd'hui entre le rallye et le boulot. Et non, et qu'en fait, faut pas se mettre de limites, quoi. Alors, il faut aussi le bon partenaire. Hein. Et ça m'a aussi appris que j'avais tendance à être très préoccupée par... et sur ça, c'est ma personnalité, je pense, mais c'était assez flagrant. J'ai eu tout le rallye, la préoccupation de faire en sorte que Julia soit bien dans l'expérience, en me disant faut pas que je la plante, c'est son idée. Et donc ça, c'est bien d'être comme ça, mais à un moment, ça m'a aussi un peu fait stresser, ou je n'en ai pas forcément parlé, mais c'était très très présent. Donc ça, c'est quelque chose que je devrais peut-être à l'avenir aussi travailler un peu, de moins me projeter dans l'attente de l'autre et de gérer mon comportement en fonction. Il faut plus trouver un équilibre entre, bien sûr, faire en sorte que ça se passe bien, etc. Mais de ne pas en arriver à te changer ce que tu dirais ou ce que tu ferais à ce point, en fait. Après, il y a aussi plein de rencontres sympas avec des super j'en doute pas, Mais donc vraiment que tu peux te dépasser, faire des choses que tu n'as jamais faites. En fait, tout est possible. Avec le bon projet, le temps, il ne faut pas se limiter, en fait. Et ça, c'était une grosse découverte. Et toi, Julia ? Ce que ça m'a appris sur moi, c'est qu'effectivement, ça m'a appris que je pensais être quelqu'un de peu patient. Alors déjà, depuis que j'ai mes enfants, je suis quand même beaucoup plus patiente qu'avant. Mais ça m'a appris à être plus patiente et à apprécier le temps de préparation pour arriver à l'objectif, parce que c'est vrai que quand on s'engage dans le rallye des gazelles, on se dit tout de suite on va monter dans la voiture, on va chercher les drapeaux, mais avant d'en arriver là, il y a toute la phase de préparation qui est quand même assez longue. Finalement, l'épreuve elle dure 10 jours, mais ça nous a pris 1 an, donc c'est tout petit. Ramener à la durée de préparation. Mais bon, c'est comme toutes les compétitions sportives, il y a un temps de préparation qui est très long pour un temps d'épreuve qui est pas si long. Et donc ça m'a appris à être plus patiente et à apprécier aussi ces moments de préparation qui sont aussi importants. Enfin, effectivement, il y avait pas de limite, il fallait se donner les moyens de faire ce dont on avait envie
et que finalement avec une bonne préparation, on peut y arriver. Et sur vous deux, parce que donc vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez travaillé ensemble dans le même cabinet. Donc oui, on se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis très longtemps, mais notre amitié n'est pas à la hauteur du temps depuis lequel on se connaît. On est amis depuis 10 ans, je dirais. Parce que déjà pas mal, on s'est retrouvés dans le même cabinet. Moi, je considère que j'ai eu le binôme parfait. C'était quelque chose qui me stressait beaucoup, enfin pas me stressait beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété à Julia avant qu'on parte. Je lui disais, il faudra qu'on se parle, il faudra pas qu'on garde les choses pour nous, il faut pas qu'on explose en vol, parce que c'est un peu mon caractère, moi, moins avec l'âge, mais de garder un peu. Et là, sur une épreuve comme ça, tu peux pas le garder pour toi, sinon déjà tu te mets en danger, c'est aussi basique que ça. Si tu t'es pas bien. Mais donc tu l'avais prévenu que tu avais cette tendance en termes de communication? Je l'avais prévenu que même, dans ma relation d'amitié avec Julia, j'ai pas eu de moments où je lui ai pas dit des choses ou eu des choses à lui reprocher que je lui avais pas dit. On s'entend bien, on n'avait pas eu ça, mais avec un facteur de stress comme le rallye, je voulais pas justement que ce trait un peu de mon caractère qui parfois sort soit présent, et je lui avais dit il faudra vraiment qu'on se parle, qu'il n'y ait pas que toutes les décisions soient prises à deux, qu'il n'y ait pas de frustration, et en fait est-ce que c'est ça ou bon, on ne sait jamais. Toi, le fait qu'elle t'en ait parlé avant, pendant l'épreuve, tu te dis ah tiens, faut que je fasse attention à ça, ou ça venait assez naturellement ou... Déjà, moi j'ai trouvé qu'on était un très bon binôme. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette expérience avec Sophie. Alors c'est vrai qu'elle avait besoin de me le dire effectivement qu'il fallait qu'on fasse attention, qu'on communique, parce que elle, c'est un de ses travers. Moi, j'ai pas trop de problème à dire ce que je pense et à communiquer sur des choses qui vont pas. Après, il faut communiquer dans l'équipe, ça c'est sûr. Mais il faut quand même garder un certain filtre, je pense, parce que c'est bien de communiquer, mais parfois on va se sentir agacé parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre de s'ensabler, parce que et après il y a le corps qui parle. Parfois on n'a pas besoin de se le dire pour voir que l'autre est agacé, fatigué, en a marre, et que va falloir trouver une autre stratégie parce que il faut, si on veut continuer, il faut trouver autre chose. Donc c'est pour moi important la communication, c'est super important, que ce soit dans un binôme de travail, de sport, ou en couple. Enfin, la communication, c'est quand même la clé. Et je pense qu'on a plutôt bien communiqué, tout en restant dans le respect de l'autre, et parce qu'il y avait des équipages qui communiquaient, mais qui communiquaient parfois, c'est un peu le travers, c'est pas toujours très beau, mais qui pouvaient s'insulter, ou qui à la fin ne se parlaient plus. Mais ça, du coup, c'est plus de la communication. Alors voilà, c'est le travers de se dire il faut communiquer, se parler, d'accord, mais en fait il y a quand même un petit filtre à garder, je pense, garder du respect pour sa coéquipière et même pour les autres équipes. Ça nous a rapprochés, en tout cas, c'est certain. Oui, parce qu'on avait ça a aussi ajouté un quotidien qu'on n'avait pas. Grâce à la préparation. Oui. Ça a été assez dur de la quitter après le rallye. C'est de retourner même le lendemain, quoi, quand on a retrouvé nos familles, on n'était plus dans la même chambre. On a fait ça un peu par étapes, parce que c'est... En tout cas, ça nous a rapprochés, ça nous a donné envie de peut-être faire d'autres choses ensemble. Pas peut-être, on va en faire un ce week-end. Ah, donc là, ce week-end, vous partez Alors, on a choisi parce qu'on avait quand même envie de faire un autre challenge sportif ensemble. Alors, la voiture, Sophie avait envie de mettre ça de côté, puisque en tout cas, juste après le rallye, c'était un peu tôt pour repartir sur un challenge 4x4. Par rapport à Julia,
j'ai par exemple pas regardé cette année l'édition Rallye des Gazelles de cette année. Moi j'ai besoin de faire autre chose, penser à autre chose, c'est très présent, j'ai plein de souvenirs, mais Julia elle le vit différemment, elle est toujours en train de regarder des photos de qui a fait quoi cette année, quel équipage, avec qui a changé de partenaire. Moi c'est pas du tout, ça me fait rire qu'elle m'en parle, mais c'est pas quelque chose dont je suis en demande. Donc c'est bien. Mais quand même, ça vous a, enfin voilà, vous avez quitté cette première aventure et vous vous êtes relancé dans une autre aventure. En fait, ça a été un peu un déclencheur d'aventure. On va voir combien on en vit. En fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses, oui, il y a vraiment plein de choses. Mixtes, alors, pour les femmes certes, mais aussi mixtes. Il y a plein d'aventures un peu sympas autour du sport, de la mécanique, en France, à l'étranger. Donc là, ce week-end, vous faites quoi? Alors ce week-end, on fait le Paris Raid Amazon, Bois de Boulogne, où on a environ 25 km par jour d'épreuve. Donc le premier jour, il y a un mix de trail, enfin il y a une épreuve de trail, une épreuve de VTT, une épreuve de bike and run, une épreuve de course d'orientation, une épreuve, alors on choisit entre trottinette, roller ou course à pied. Et alors? Et donc on va plutôt faire la trottinette. Parce qu'on aura déjà fait le trail, le VTT. Non, à un moment, faut un peu. Puis la course à pied, c'est pas notre, c'est pas notre force. On va tirer à pile ou face celui qui bike et celui qui run. Parce que clairement, en espérant tous les deux tomber. Non, mais c'est dingue parce que vous étiez sportive avant de faire le rallye ou pas? Juste avant de faire le rallye, non. Moi, j'étais très sportive. Enfin, enfant, adolescente et même étudiante, j'étais très très sportive. Et c'est vrai que je sais pas si c'est le fait de commencer à travailler. Bon, j'ai moins pris le temps effectivement de faire des activités sportives. Surtout qu'à Paris, je trouvais que c'était quand même plus compliqué, c'est plus cher. Enfin, en tout cas, quand on commence à travailler. Et toi? C'est pas hyper facile. Moi, c'est un peu comme Julia. J'ai fait beaucoup de danse plus jeune, jusqu'à la fac, grosso modo. Et après, les premières années de boulot, j'avais des bonnes envies en septembre, et puis au fur et à mesure, ça disparaissait. Oui, donc c'était pas quelque chose qui était ancré dans votre quotidien, de faire autant de sport. Non, par contre, depuis le rallye, ça l'est. Ouais. On s'est rendu compte surtout qu'en fait, et c'est ça qui a changé, qui a aussi un peu changé notre façon de vivre. C'est que finalement, on se dit tout le temps qu'on n'a pas le temps de faire du sport et qu'on a le travail, les copains, la famille, mais que finalement, une fois qu'on l'a inscrit dans son emploi du temps et que ça fait partie d'une routine, comme d'aller travailler, comme d'aller faire ses courses, et ben finalement, on arrive à faire du sport régulièrement et on est content. On fait pas les mêmes sports, mais non, mais moi, dans 5 ans, on se reparle, je suis sûre que vous faites des trails de 170 km dans les Alpes. Peut-être. On verra. Faut pas se bloquer, on verra. Juliette saute complètement sur l'occasion. Non, mais j'en sais rien. Moi, ma sœur qui a jamais été une grande sportive, enfant, enfin, jusqu'à 30 ans, le sport, franchement, elle aimait pas ça. Elle pleurait pour pas y aller. Et puis elle est allée vivre au Mexique, elle s'est découverte une passion pour le sport, elle est rentrée, elle a fait l'étape amateur du Tour de France à vélo. Oui, quand même. Voilà, je sais plus, ça devait être 120 km, il y avait 3 cols. On sait jamais quoi. Franchement, je n'aurais pas parié sur elle quelques années avant, donc et elle non plus. Enfin vraiment, faut pas se freiner. On verra bien ce qu'on peut faire dans 5 ans. Et Frali, sachant que vous avez quand même fini classé, non? Oui, on a fini dans le classement. Ah oui, c'est ça, on n'a pas dit ça. Ouais, vous l'avez pas dit. On a très très longtemps été dernière, Ouais. pendant peut-être 2 tiers de la course, et on a fini avec 14 personnes derrière nous, 14 équipages. Donc ça veut dire que sur la fin, on s'est mieux débrouillé. Il y a eu des abandons. Avec 4 roues motrices déjà. Parce qu'ils nous ont réparé 2 jours avant la fin. Ah, sympa. Donc il y a eu des abandons, il y a eu des casses. Donc des hors-classements, et puis... Enfin, le fait est que vous avez terminé classé. Tout à fait. Oui. Alors, pas dernière. Et pas dernière. Et parce que j'allais dire, alors je sais pas vous, mais 2 avocates, droit des affaires, femmes,
Quelque chose me dit que ça peut être un peu le syndrome de la bonne élève, peut-être au cours des études et même dans la vie professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dernière pendant plusieurs jours dans le cadre d'une épreuve? Alors, ça nous a pas fait grand-chose. Alors, Sophie, elle s'en fichait complètement du classement. Hein? Ah oui, du classement, oui, je m'en fiche. Moi, dès le deuxième jour, j'ai dit, je veux qu'on soit dans le classement. J'ai pas envie d'être hors classement. Et je veux pas être dernière. De toute manière, le deuxième jour, vu ce qui nous était arrivé, on savait que on serait pas dans les 10 premières. Hein. Donc après, on s'est battu pour faire supprimer des points de pénalité, pour améliorer notre classement. Les avocates, vous avez fait supprimer des points de pénalité. Alors, oui, on a fait supprimer des points de pénalité. C'est même pas nous qui avons. On nous avait conseillé de le faire et on l'a fait. On n'y avait pas pensé toute seule. Figure-toi que oui, quand on est allé porter notre petit papier de réclamation pour dire qu'on voulait des points en moins, nous, on a pris pas mal de temps. On faisait quelque chose, la déformation professionnelle complètement, où le responsable des courses nous avait dit, bon ça va les avocates, là, je sais déjà combien je vais vous en enlever, donc pas besoin de mettre 12 paragraphes. Donc c'est vrai que bah ouais, mais vous deviez être trop contente là, c'était. Ah bah non, mais nous c'était. Non, mais on était un peu agacés parce que nous on voulait bien mettre des pieds joints, des grands A, des grands B. Et au final, bon, ça, on n'avait pas tout ça. Mais on a eu un peu de points en moins, donc ça a permis aussi qu'on soit mieux classé. Ouais. Et en tout cas, le staff sur place a quand même reconnu que, vu ce qui nous était arrivé, on avait fait un super parcours parce que quand même pendant 80% du temps, on était en 205. Sur un parcours de 4x4 quoi. Et les deux roues motrices avaient un autre parcours. Donc vous avez fait une performance. Oui. Ah oui, bah pour nous, au sens propre du terme, c'est une performance. C'est une performance. Les staffs a salué notre parcours. Ouais. Et donc c'était quand même assez bien vu le problème mécanique qu'on avait. Notre pugnacité dans cette épreuve. Bon, bah félicitations. Merci beaucoup d'en avoir parlé au micro de Fleur d'Avocat. Merci beaucoup.